Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, ce projet de loi vise à autoriser l'approbation de l'accord entre la France et le Tchad et entre la France et l'Angola relatif aux services aériens. Il complète la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago en décembre 1944, à laquelle sont partis le Tchad, l'Angola et la France. Il établit ainsi des services aériens entre les territoires respectifs des parties concernées, permet d'octroyer des droits de survol sans atterrir et ou d'effectuer des escales à des fins non commerciales, en excluant de son champ d'application le cabotage. Ce texte pose problème à au moins deux niveaux. Tout d'abord, il n'aborde pas l'un des enjeux essentiels en matière d'aviation civile internationale, à savoir l'impératif de réduction du trafic aérien pour faire face au changement climatique. Les interventions précédentes ont évoqué ce point en expliquant que c'était très important tout ça et qu'il fallait faire des petits pas et que c'était un travail de longue haleine. De notre point de vue, c'est totalement insuffisant, à la fois en termes de déclaration et puis surtout en termes d'action. Rappelons que la Convention de Chicago, qui a instauré l'organisation de l'aviation civile internationale, chargée de la coordination et de la régulation du transport aérien international, avait pour objectif essentiel, à l'époque de sa ratification, de favoriser l'essor du trafic et d'encourager les échanges au lendemain de la guerre. Cette convention a donc notamment instauré l'exonération fiscale du kérosène aérien, toujours en vigueur aujourd'hui. Mais à l'heure de l'impérative transition écologique, qui exige à la fois la réduction des gaz à effet de serre et le financement de nouvelles infrastructures écologiques, le refinancement des infrastructures du train, par exemple, qui ont été démantelées, cette exemption est devenue non seulement obsolète, mais contre-productive et effectivement profondément injuste par rapport aux autres secteurs qui contribuent et puis surtout par rapport à celles et ceux, la majorité de la population, qui sont mis à contribution pour financer la transition écologique. Rappelons que le transport aérien participe de 2 à 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, à un impact qui promet de doubler, voire tripler d'ici 2050. Les projections de l'Association du transport aérien international prévoient ainsi un doublement du trafic d'ici à 2036 et en 2050, les émissions du secteur pourraient atteindre 20% des émissions totales si rien n'est fait pour inverser la tendance. Ce secteur pollue 2 fois plus que la voiture et 40 fois plus que le train par personne et par kilomètre parcouru. S'il était un pays, il serait le 6e plus gros pollueur au monde entre le Japon et l'Allemagne. D'après la Commission européenne, un vol aller-retour transatlantique émet autant de gaz à effet de serre qu'une personne qui se chauffe pendant un an. Malgré cela, les industriels ont réussi à ne pas être intégrés dans les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Ils ont préféré décider de leur propre cadre au sein de l'OACI, qui est, rappelons-le tout de même, une organisation particulièrement opaque et où les observateurs de la société civile n'ont pas de place ni d'intervention possible. Si la France, tout comme les autres pays signataires de la Convention de Chicago, ne peut pas, du coup, en vertu de cette convention, taxer les vols internationaux, elle est, rappelons-le aussi, libre de le faire pour ses vols intérieurs, comme le font plusieurs pays tels que les États-Unis, le Japon, le Brésil et la Suisse. Et nous avons, au cours des dernières années, régulièrement proposé des amendements en ce sens. Nous le ferons encore lors des débats parlementaires, ce qui nous semble être de bon sens, et nous ne désespérons pas de convaincre la majorité de cela. Pour ce qui est du niveau international des vols internationaux, pour taxer le carburant, il faudrait renégocier l'accord en obtenant un consensus au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale et un vote unanime des 180 États membres. Ce consensus n'a, pour le moment, jamais été obtenu, mais nous nous devons d'engager de manière volontariste la bataille en ce sens. Et au-delà des déclarations, un des aspects de cette bataille doit passer par des actes et des engagements pris dès maintenant. Et ce texte aurait pu permettre de montrer cette volonté politique. Car la Convention peut être contournée par des accords bilatéraux. Ainsi, comme l'expliquait par exemple Kurt Van den Deder, chef de la division des politiques fiscales de l'OCDE,
Si des États renégocient ces accords de manière bilatérale, on peut imaginer un regroupement de pays d'Europe de l'Ouest, par exemple, lever ces exemptions et imposer une fiscalité sur le kérosène sur les vols entre leurs territoires. Nous devrions donc nous saisir de ce type d'accord bilatéral pour faire avancer cet enjeu crucial. L'absence dans le texte qui nous est soumis de ne serait-ce que la mention de cet enjeu est révélatrice en réalité de l'inconséquence coupable de ce gouvernement et de sa majorité en matière de politique d'adaptation au changement climatique et de politique de transition écologique. Là encore, les discours et la communication ne voileront pas le défaut de politique et d'engagement concret pris. Et encore une fois, les petits pas face à l'urgence. Rappelons encore une fois qu'il nous est expliqué depuis des années par tous les scientifiques qu'il ne nous reste plus le temps, en vérité, d'adapter nos sociétés et que nous devons nous y mettre maintenant. Alors les réponses en termes de petits pas sont non seulement insuffisantes, mais de notre point de vue coupables. Cette inconséquence de ce double d'une faute politique au regard des parties concernées par cet accord. Et effectivement, collègue Guasguen, nous allons revenir à la question que vous considérez faire partie de l'imagination et de la créativité, qui n'en est pas. Malheureusement. On aimerait que ce soit un fable d'un mauvais film de série B, mais c'est la réalité quand il s'agit des liens que nous entretenons avec le pouvoir tchadien. Oui, c'est le Tchad. On pourrait parler de l'Angola, mais je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, notamment parce que ça a un lien avec la volonté de favoriser le trafic aérien et le développement des puits pétroliers et de l'exploitation pétrolière en Angola. Mais cela est un autre sujet, je voudrais me concentrer ici sur la question du Tchad. Le Tchad, donc. Ce pays dirigé par un président de la République depuis 1990, Idriss Déby, qui a été surnommé pire dictateur du continent par The Economist. Il faut dire que c'est un honneur étant donné le choix qu'il y a en la matière malheureusement. Toutes les organisations de défense des droits humains ont unanimement condamné son régime pour ses atteintes répétées aux droits et aux libertés. En 2018, la réforme constitutionnelle instigée, qui supprime le poste de Premier ministre et empêche de créer un poste de vice-président, a permis la concentration de tous les pouvoirs entre ses mains. Idriss Déby a également mis un point d'honneur à réprimer toute opposition. Détention arbitraire, exécution extrajudiciaire, là encore, il ne s'agit point de faits de l'imagination, à moins de considérer que, par exemple, en 2016, le cas des 40 militaires qui ont été exécutés pour avoir voté pour un autre candidat aux élections présidentielles est sorti de l'imagination fantasque des organisations de défense des droits humains. Rappelons que le vote s'effectue dans ce pays sans isoloir. À l'occasion de ces élections, les dirigeants et dirigeantes de la société civile, par exemple le secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains, M. Mahamat Nour Ibedou, toutes ces personnalités ont été arbitrairement et non pas imaginativement arrêtées et détenues sans inculpation pendant d'interminables semaines. À l'heure actuelle, une répression très réelle est à l'œuvre contre les populations du nord du pays, coupables d'avoir réclamé leur dû dans l'exploitation de l'or, dont regorge le sous-sol de leur région, le Tibesti. Une captation systématique de la richesse par l'élite au pouvoir est donc certainement à l'œuvre. Tout cela au détriment de l'immense majorité de la population. Rappelons ici qu'en matière de développement, ce pays, pourtant riche en matières premières et en autres ressources naturelles, est 186e sur 189 sur l'indice de développement humain de l'ONU. Pendant la quasi-totalité de l'année 2018, ainsi, une grève générale a secoué le pays, les fonctionnaires protestant contre la réduction de leur salaire de 10 à 40% et la corruption endémique. Or, rappelons-le encore, pour reprendre l'expression du chercheur Thomas Dietrich, le Tchad a toujours été le laboratoire de ce qu'on a appelé la France-Afrique. Depuis les années 90, les années 80, l'État français a soutenu sans réserve les dirigeants successifs, y compris les uns contre les autres. Ainsi, Hissène Habré, le dirigeant précédent, M. Déby,
a obtenu le soutien de la France dans sa guerre contre la Libye, se rendant complice des exactions de masse que ce dictateur faisait subir à sa propre population. En 1990, les services de la DGSE ont favorisé l'accession au pouvoir d'Idriss Déby au travers d'un coup d'État contre M. Hissène Habré. Et depuis, il est soutenu par la France. Ainsi, à 2 reprises, en 2006 et 2008, des hélicoptères de l'armée française sont intervenus contre des rebelles qui menaçaient le palais présidentiel. Fin décembre, oui, il s'agit d'un accord de défense issu de la France-Afrique, cette belle association qui a fait tant de bien à tous ces pays et tant de bien à notre pays aussi, grâce aux mallettes d'argent très imaginatives qui ont transité entre les deux continents. Rappelons que fin décembre, un prêt de 40 millions d'euros et un don de 10 millions étaient consentis par l'Élysée au Tchad, afin que le régime puisse payer justement le salaire des fonctionnaires pour cette fin de l'année. Quand on sait le degré de corruption qui règne au sommet de cet État, il n'est pas certain que cet argent public français bénéficie directement aux populations. La France apparaît ainsi, au nom de nombreux Tchadiens et Tchadiennes, au nom de nombreuses populations en Afrique comme en Europe, comme la protectrice d'un des régimes les plus prédateurs et corrompus du continent. Ce soutien comporte par ailleurs des arrangements douteux. Que dire de la rencontre en début décembre 2018 à N'Djamena entre Alexandre Benalla, membre quelques mois encore auparavant du cabinet présidentiel, avec le frère d'Idriss Déby, Oumar Déby, directeur de la Direction générale de la réserve stratégique chargé des achats d'armes. À la demande du président tchadien, le 3 février, une patrouille de Mirage 2000 français a ensuite mené des frappes contre une colonne armée de l'Union des forces de la résistance venue de Libye. La France, a affirmé Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, est intervenu pour éviter un coup d'État. C'est vrai qu'en matière de coup d'État, notre pays s'y connaît sur le continent. En vérité, Emmanuel Macron renie ainsi ce qu'il avait promis d'élever comme un précepte afin d'affirmer la rupture de sa politique africaine par rapport à ses prédécesseurs, la non-ingérence militaire dans les affaires politiques intérieures d'un pays africain. Et ne me parlez pas des accords de défense, parce qu'encore une fois, encore faudrait-il qu'on sache ce qu'ils contiennent et qu'on puisse juger de la pertinence de les activer. Le communiqué du ministère des Armées français justifie clairement ce renoncement. Les forces armées tchadiennes sont un partenaire essentiel de la France dans la lutte contre le terrorisme, tant au Mali qu'au sein de la force conjointe du G5 Sahel, qu'au travers de son engagement contre Boko Haram. Le prétexte de la lutte contre le terrorisme prime désormais. Et c'est un prétexte. Parce que c'est aussi la lutte contre le terrorisme qui est devenue au Sahel un blanc-seing pour les dictateurs de la région qui peuvent ainsi opprimer leur peuple en toute impunité. Or, et ça, c'est contradictoire avec les objectifs qui sont affirmés de lutter contre les actes de violence et de terrorisme. Or, cette lutte qui est instrumentalisée par les dictateurs est en fait un terreau, parce que c'est bien la misère produite par ces gouvernements qui profite au groupe terrorisme. Boko Haram, qui a fait de la région du Tchad un de ses bastions, prospère sur l'extrême pauvreté qui règne dans la région. Prenons l'exemple des pêcheurs kanouris. À cause de la disparition de 90% de la surface du lac et en l'absence d'une politique étatique digne de ce nom, ces pêcheurs n'ont plus de poissons à pêcher et ont fini par soutenir les groupes armés. Continuer à apporter notre soutien à un régime qui réprime et maintient dans la misère sa population pour, soi-disant, lutter contre le terrorisme est totalement contre-productif là aussi, en plus d'être particulièrement indécent. Nous nous associons donc aux associations journalistes et intellectuelles qui, dans une tribune parue dans Libération en décembre dernier, appelaient le gouvernement à, je cite, cesser ce pacte de Faust et appelaient à ce que l'opération militaire Barkhane au Sahel fasse l'objet d'une évaluation afin de déterminer si son action est véritablement efficace contre le terrorisme islamique ou si, en plus de poser un évident problème de souveraineté, elle permet le maintien au pouvoir d'autocrates qui n'ont cure de la souffrance de leur peuple. Ainsi, malgré son apparence anodine, technique, le nouvel accord que vous voulez conclure, notamment avec le régime tchadien, est une offense à toute la population tchadienne, en même temps qu'elle l'est pour le peuple français que nous représentons, en l'associant aux exactions commises par le régime. Voilà pourquoi
Nous pensons qu'il est temps non seulement de répondre à l'urgence impérieuse du changement climatique et de réduire le développement du trafic aérien, ce qui est une position globale sur ce type d'accord sur les services aériens, mais aussi, surtout, enfin, de rompre les liens incestueux, délétères, mortifères que notre pays entretient depuis longtemps avec trop de dictateurs sur le continent.